Voilà. Mesdames, Messieurs, chers maîtres, merci beaucoup de m'avoir accueilli et invité dans ce cycle de conférences consacré au grand siècle, un sujet qui m'occupe en ce moment en raison du projet de musée qui est fondé sur la donation de M. Pierre Ozambert de l'Académie française ici présent et qui explique le retard que je vous demande de bien vouloir excuser puisque nous étions dans notre troisième comité d'acquisition pour l'enrichissement des collections de ce futur musée qui ouvrira en 2025. Le grand siècle, c'est de la peinture. Vous avez entendu parler de Poussin la dernière fois. C'est de la sculpture, Alexandre Maral en parlera la prochaine fois. C'est du dessin, et Louis-Antoine Prat y consacrera un moment. Mais c'est aussi, bien sûr, de l'architecture, et si j'ose dire, devant un parterre de savants de cette renommée, c'est le premier des arts, et celui qui, pour les anciens, dans les théories, était le plus important, puisqu'il pouvait réunir tous les autres. Et je le dis ici au sein de cet auditorium nouvellement construit par l'Institut, et qui est aussi une œuvre d'architecture qui a fait parler d'elle favorablement. Le grand siècle, c'est de l'architecture, et parler d'architecture, c'est toujours un peu difficile, soi-disant, le public étant, paraît-il, effrayé par les plans, par les détails, aux noms abscons, voire sévères, que les historiens d'architecture, comme les historiens de la médecine, sont obligés d'utiliser pour désigner les corps composant la structure des édifices qu'ils décrivent. Et pourtant, ces mots, si on les accepte avec leur poésie et si on les regarde, nous découvrirons qu'ils ont véritablement un sens qu'on peut suivre sans difficulté. Quant au plan, je vous en montrerai, et là aussi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de difficultés à les lire. Est-ce que c'est plus difficile de lire l'architecture que de lire un tableau? C'est pas évident. Peut-être qu'en fait, non, et donc c'est ça que je vous propose ce soir, autour, non pas d'un cours très large, d'un panorama qui aurait pu être celui de l'architecture française du XVIIe siècle, avec un questionnement universitaire. Je suis professeur, donc j'ai l'habitude de ce genre d'exercice. Qu'est-ce que c'est que l'architecture au XVIIe? Qu'est-ce qu'on imaginait? Qu'est-ce qu'on voulait qu'il soit ou ne soit pas? Quelles étaient les sources d'influence? Tout ça, j'ai préféré le sacrifier, ou plutôt le retrouver à l'intérieur d'un seul édifice que je vous propose d'examiner de près ensemble. Et quel édifice? C'est celui dans lequel nous sommes, celui qui abrite depuis 1806 les académies héritées de l'ancienne France. Et ce palais de l'Institut, tel qu'on le désigne aujourd'hui, ou le quai Conti, si on veut aller vite, eh bien, il porte un nom beaucoup plus beau, si j'ose dire, devant quelques membres de l'Institut qui sont là, beaucoup plus poétique aussi, le Collège des 4 Nations, et c'est son nom, pour aujourd'hui, en tout cas pour ce soir, que j'utiliserai. Le bâtiment nous permettra d'évoquer des questions historiques, des questions bien sûr d'architecture, mais aussi des questions d'urbanisme, mais aussi des questions de mise en scène de la ville royale. C'est un des thèmes que je développerai et sur lequel je travaille depuis quelques années. Ce sera aussi l'occasion de s'interroger sur des questions plus larges qui touchent au XVIIe siècle et qui se sont résumées très longtemps dans une querelle relativement absurde à nos yeux, mais qui a déchaîné les passions, voire les adjectifs acides. C'est la question du style. Et dans la question du style, la question de la validité des notions de baroque et de classique, qui a naguère tant fait couler d'encre, et mon antéprédécesseur à la Sorbonne, Victor-Lucien Tapier, y avait consacré un ouvrage daté, mais toujours intéressant à réexaminer. Cette question du baroque et du classique, si vous allez sur Internet et que vous cherchez Palais de l'Institut, très souvent vous verrez marqué chef-d'œuvre baroque de l'architecture française. Mais les historiens de l'architecture, depuis une vingtaine d'années, spécialement sous l'influence de l'école positiviste et de mon maître Claude Mignot, ne voit plus tout à fait les choses de cette manière. Je ne sais pas si les historiens de la peinture ont profit à utiliser ces adjectifs interchangeables et qui ne veulent plus tout à fait dire ce qu'ils valaient avant, mais en tout cas, pour nous, historiens d'architecture, c'est une cause entendue. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de baroque, ce n'est pas qu'il n'y a pas de classique, c'est que ces définitions sont à la fois trop courtes et trop vastes et qu'elles ne servent à rien en réalité pour expliquer, pour comprendre ce qu'on voit. Ce sont des étiquettes extrêmement commodes pour des étudiants de première année, mais qui, au fil du temps, finissent par embarrasser la pensée, voire la réduire. C'est donc des mots que je n'utiliserai pas ce soir et je vous montrerai comment on peut tout à fait s'en passer. Je vous ai mis en première image un des textes, je ne vous montrerai pas de texte, mais un des textes signés par l'architecte Louis Levaux, dont nous n'avons pas le portrait, mais nous avons son écriture très belle, très large, avec cette signature ronde qui montre une personnalité très imposante, très exubérante, très sûre d'elle.
Je commence par cela parce que, au fond, c'est la clé de ce que je vais vous raconter. Le palais de l'Institut, le Collège des Quatre Nations, est l'un des bâtiments les mieux connus du XVIIe siècle. Non pas seulement parce que nous savons qui est l'architecte, qui est le commanditaire, la date générale des travaux, etc. Non pas parce que nous avons les devis de construction, le nom des maçons, des entrepreneurs qui se sont succédés. Non, c'est le mieux connu grâce à un phénomène que les historiens admirent énormément, recherchent, à la différence des juges d'instruction, la fausse facture. Le bâtiment a fait l'objet de fausses factures de la part de l'architecte Louis Levaux, qui a volé dans la caisse, pour utiliser une formule populaire. Ce faisant, il a mis dans l'embarras le trésorier de ce collège, Simon Mariage. Je ne l'invente pas, le nom est merveilleux. Et Simon Mariage a fait comme récemment une maîtresse d'un roitelet de la Ve République. Il a tout noté dans des carnets. Le jour où l'architecte tombant, on lui demanderait à lui, l'ordonnateur des comptes. Et à la chute de l'architecte Louis Levaux, c'est-à-dire en fait à sa mort complètement faillie, eh bien, il a donné les carnets, il a montré que ce n'était pas lui, mais bien l'architecte qui avait détourné 100 000 livres, qui est une somme absolument colossale pour l'Ancien Régime. Et grâce à ces carnets, nous savons que malheureusement pour Levaux, on peut être un grand artiste et un malhonnête homme, ça c'est pas nouveau dans l'histoire de l'art, mais nous avons tout le détail, non seulement du chantier, ce qui est tout à fait exceptionnel, mais aussi des repentirs, des hésitations, des coups de théâtre que tout chantier recèle. Celui de l'auditorium, c'était une découverte archéologique, la fameuse tour de Philippe Auguste, et bien sûr le Collège des Quatre Nations n'y a pas fait exception, donc grâce à ces carnets, nous avons un carnet, j'exagère, ce ne sont pas des carnets, évidemment, je force un peu le trait, mais grâce à cette masse d'archives, nous avons une connaissance stupéfiante du bâtiment, qui a été étudiée de longue date, puisque le bâtiment a intéressé d'abord le premier professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne, nommé par Lavis, et qui est notre très lointain prédécesseur à tous, le premier enseignant à dire en mots l'histoire de l'art à la Sorbonne en France, et qui était Henri Lemonnier, membre de l'Institut, qui, à la fin de sa vie, va publier un beau livre, il y a exactement 100 ans, sur le Collège des Quatre Nations. Il a intéressé, bien sûr, des historiens du XVIIe siècle, Louis Hautecoeur, membre de l'Institut, Jean-Pierre Bablon, membre de l'Institut, qui a dirigé le grand ouvrage sur l'édifice en 2005, pour l'anniversaire de la translation des académies du Louvre à ce côté de la Seine. Il a intéressé aussi nos collègues anglo-saxons, avec une approche un tout petit peu plus policière, et je pense bien sûr, et je pense à elle avec tristesse parce qu'elle nous a quittés très tôt, Hilary Ballen, qui avait publié ce très beau livre, mais à mon avis un tout petit peu exagéré sur la théorie de l'architecture autour de Levaux. Et il a intéressé mon collègue et ami Alexandre Cojano, avec lequel j'avais fait en 2017-18 une grande exposition sur le dessin d'architecture que certains ont peut-être vu au Palais Soubise, aux Archives nationales, exposition dans laquelle nous avions consacré une section uniquement focalisé sur le palais, le Collège des Quatre Nations, justement parce que nous avions la possibilité de montrer au public comment on peut connaître un chantier qui s'est déroulé il y a si longtemps dans Paris, d'un monument si connu auquel nous sommes habitués. Et comme toutes les choses auxquelles nous sommes habitués, nous ne regardons plus, évidemment. Ce grand palais, avec cette façade mouvementée, assez rare dans le principe même de l'architecture française, le long de la Seine, très en vue, depuis le Louvre, le Pont des Arts, le Pont Neuf. Un monument donc évident, mais si évident qu'il faut apprendre à le regarder avec beaucoup de tendresse. Ici, c'est une photographie ancienne avant la restauration du pavillon des Arts. Le regarder et s'interroger comment un bâtiment aussi étrange, avec cette forme complètement incongru dans l'architecture française, qui est une architecture de la ligne droite. On construit depuis très longtemps en France des bâtiments orthogonaux, en plan, en élévation. Pourquoi cette façade ondulante, avec ses grandes ailes concaves aplaties, ces hauts pavillons avec ces toits qu'on peut remplir d'étages tellement ils sont pointus, cette chapelle de plan centré, qu'est-ce que ça veut dire, comment tout ça est venu à l'idée de l'architecte et qu'est-ce que voulait son client, car derrière un architecte, les historiens savent qu'il y a d'abord un client. Toutes ces questions, il faut se les poser pour entrer dans l'intelligence de cet édifice. Alors évidemment, il faut revenir au début de l'histoire, et le début de l'histoire, c'est Mazarin. Le cardinal Jules Mazarin, passé au service de la France en 1640, repéré par Richelieu comme le plus malin de tous ses collaborateurs. Ici, le beau portrait de Pierre Mignard, conservé dans les collections de l'Institut de France à Chantilly, au musée Condé. Et un homme qui, lui aussi,
ça lui est arrivé, a un tout petit peu pris dans la caisse, mais a eu l'intelligence de tout léguer au roi, qu'il a ensuite refusé, ce qui a purifié d'un coup d'un seul l'ensemble de la collection. Cet homme n'est pas un patron d'architecture. Ce n'est pas comme cela qu'il est passé à la postérité. Si je vous montre la merveilleuse gravure de Robert de Nanteuil, qui le présente dans sa galerie, à l'entrée de sa galerie, qui est la galerie de la Bibliothèque nationale actuelle, dans son hôtel de la rue des Petits Champs, eh bien, vous voyez au contraire le collectionneur de tableaux, de statues antiques. Elles étaient séparées en deux, en bas et en haut, selon les formats et les poids. Protecteur des sciences, des arts, collectionneur de cartes, de dessins, d'horloges, bref, tout ce qui pouvait composer la collection d'un homme à la fois érudit et d'un honnête homme, comme on disait au XVIIe siècle. Mais si je vous demandais de signaler un bâtiment dont Mazarin est le père, vous seriez peut-être plus embarrassé. Il s'est, par exemple, tout à fait contenté d'un hôtel particulier, en briques et pierre, pas très beau, pas très grand, assez pittoresque, et déjà démodé quand il l'achète. C'est le fameux hôtel de Tubeuf, qui est aujourd'hui le cœur de la Bibliothèque nationale, rue des Petits Champs, dans le site Richelieu, bien sûr, et un hôtel qui lui suffisait largement du moment qu'il avait pu rajouter ces grandes galeries construites par François Mansart dans un style également démodé, mais qui permettait d'abriter ses collections devant lesquelles il aimait tant se promener. On lui prête cette phrase qui n'est pas très digne d'un cardinal de la Sainte Église qui va rejoindre le Christ au moment d'approcher de la mort et dire qu'il va falloir quitter tout cela, évidemment. Mais si c'est pour les félicités célestes, normalement, ce n'est pas très grave. Donc voilà un personnage qui nous séduit beaucoup. Mais il n'est pas un patron d'architecture. Il a eu à connaître de l'architecture comme italien. Il a un palais très important à Rome, près du Quirinal. Il a patronné une des grandes façades d'une église qui est peut-être l'église la plus paradoxale de Rome, puisque tout le monde lui tourne le dos pour photographier la fontaine de Trévi, évidemment, qui est cette église merveilleuse quand on descend depuis le Quirinal vers la fontaine. Il a évidemment cette personnalité, explique pourquoi finalement Mazarin n'est pas un grand patron d'architecture, ce n'est pas son objet, c'est un grand politique, c'est un grand collectionneur, mais il n'est pas, ce qu'on aurait pu attendre d'un cardinal italien, un patron d'architecture. Aussi, lorsqu'il a vu la mort arriver, une mort vers laquelle il a été précipité par le célèbre incendie de la petite galerie du Louvre, il dormait, vous le savez, dans une pièce voisine, et il est réveillé par les flammes, et son premier réflexe est de croire qu'il est déjà en enfer, ce qui est une chose assez merveilleuse. Et puis les servants viennent le tirer de son lit, et il va mourir au château de Vincennes, complètement, évidemment, épuisé par cet épisode redoutable, en mars 1661. Mais il a pris ses dispositions testamentaires, et il a consigné, avant de mourir, dans ce document que je vous montre ici imprimé à droite, sa volonté. Et sa volonté, c'est de fonder un collège à Paris. Un collège qui abritera 60 gentilshommes issus des 4 provinces rattachées à la France par sa politique au moment du redressement de l'État après les efforts du cardinal de Richelieu. Autrement dit, il a ce que dans les anciens temps républicains on appelait la volonté d'intégration. On prend les élites des 4 nations qu'on a conquis militairement, on les dresse à la française et on les renvoie chez eux pour que, par ruissellement, comme dirait Monsieur le Président de la République actuelle, les provinces deviennent plus françaises. Voilà, c'est comme ça qu'on pensait les choses au XVIIe siècle. Et Mazarin va laisser la somme de 2 millions de livres, une somme absolument colossale, qui pourtant va couvrir en partie seulement les dépenses, et une somme si colossale qu'elle va, vous l'avez compris, provoquer le trouble chez l'architecte. Il s'est reposé sur un conseil de fondation qui doit gérer après sa mort l'usage des fonds. Et dans ce conseil de fondation, la personnalité la plus importante, c'est bien sûr Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert, dont Madame Taubira nous a rappelé récemment qu'il était un grand homme d'État français. Et je me permets de la citer ici. Jean-Baptiste Colbert, qui était, vous le savez, le premier commis de Mazarin, avec Fouquet. C'est lui qui a dégainé le premier en 1661 et qui a éliminé son rival, histoire bien connue qui excède mes forces ce soir. Jean-Baptiste Colbert va énormément s'investir dans la réalisation de cette demande testamentaire, mais, et là on voit combien Mazarin n'est pas un patron d'architecture, tout est prévu, sauf une chose, l'emplacement.
très intéressant, hein. Il n'est pas question d'un emplacement. Il est dit que, au contraire, on trouvera le meilleur emplacement qui sera, mais ce n'est pas l'affaire de Mazarin. Il s'en remet d'ailleurs en partie au roi pour dire que ce bâtiment doit prendre sa place a priori plutôt rive gauche, c'est-à-dire l'université, comme on l'appelait à l'époque, là où il y a tous les collèges depuis le XIIe siècle, mais il n'a pas d'endroit et d'idée précise pour cette implantation. Le programme est simple, si j'ose dire, un collège, c'est-à-dire des salles de cours et des couloirs, une église pour le tombeau de Mazarin lui-même, c'est ce que racontera Alexandre Maral la prochaine fois, et sa bibliothèque, car s'il a donné un certain nombre de choses au roi, s'il a donné à ses héritiers une partie de son hôtel qui est divisé en deux à ce moment-là, rue de Richelieu et rue des Petits-Champs, la bibliothèque, la fameuse bibliothèque de Mazarin, doit aboutir au collège. Et donc, le déménagement des livres est prévu là aussi pour former un morceau de cet ensemble imposant. Vous avez compris que le modèle qui est derrière cela, c'est celui du cardinal de Richelieu. Le voici à sa table de travail par Champaigne dans un tableau qui appartient aux collections de la chancellerie des universités et qui n'est donc malheureusement pas beaucoup visible du public. Cette passion qu'a eue Mazarin pour les arts, tableaux, sculptures, livres, c'est déjà celle bien sûr du cardinal de Richelieu. Mais il y a plus, c'est que Richelieu, lui, a de son vivant orchestré une grande commande architecturale autour de cette architecture qu'on appellerait aujourd'hui scolaire, universitaire. Pour cela, Richelieu s'en est remis à son architecte favori. Vous voyez, alors que Mazarin ne désigne ni d'architecte ni d'endroit, Richelieu a tout orchestré et il s'en est remis à Jacques Lemercier, le beau portrait de Champaigne, là encore, le portraitiste préféré du cardinal, portrait qui se trouve conservé dans les collections du château de Versailles depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce portrait nous montre justement Lemercier devant son chef-d'œuvre, c'est comme ça que les gens de l'époque l'ont pensé, la chapelle de la Sorbonne. Notre chapelle, si j'ose dire, la chapelle de l'université, toujours aujourd'hui au cœur du grand bâtiment de la Troisième République voulu par Jules Ferry. Et j'avais dit que je n'abuserais pas, mais voilà un plan et une vue gravée en perspective, sans doute une des plus brillantes de Jean Marot, le graveur protestant d'architecture qui a légué, grâce à toutes ses planches, une vision de l'architecture française XVIIe avant transformation, voire avant démolition. Eh bien, grâce à ces plans et ces vues perspectives de Marot, nous avons une bonne idée, même si la chapelle subsiste, les bâtiments, eux, se sont abîmés sous la pioche des Vandales sous la Troisième République, une bonne idée de ce qu'était ce collège, avec ses pavillons monumentaux, ses grandes ailes, et puis donc la chapelle qui n'est pas au centre, parce que Richelieu, pour des raisons topographiques, on oublie trop souvent que la topographie est la mère de l'architecture, c'est pas très brillant, c'est moins brillant que de parler de théorie, voire de calculer les distances entre les façades pour trouver des cosmogonies X ou Y qui nous font un peu sourire, mais enfin, la vraie mère de l'architecture, c'est la topographie. On a un terrain et il faut l'utiliser. Donc le cardinal a choisi de mettre la chapelle complètement au sud de sa parcelle, là où le terrain lui permettra plus tard d'aménager une place, la place actuelle de la Sorbonne, la petite capitale de la République universitaire. Ce grand bâtiment, cette chapelle monumentale, chef-d'œuvre absolu de l'architecture française, est un plan Barlon, mais il y a au centre, vous le devinez, dans ce plan rectangulaire, un cercle. C'est le fameux dôme qui domine l'espace et qu'on voit très bien en coupe écorchée sur la gravure qui est à gauche. Voilà, vous connaissez cette vue, évidemment, que je passe rapidement. On ne la regarde pas non plus beaucoup, elle est enserrée aujourd'hui dans un tissu haussmannien, mais c'est bien la chapelle voulue en 1634 et achevée dès 1642, chantier éclair, par le cardinal de Richelieu. Plus intéressant, évidemment, est sa façade sur la cour de la Sorbonne, celle donc que voient les étudiants tous les jours, qui ne la regardent pas plus que nous d'ailleurs, et qui lui tourne ici sur la photographie le dos. Façade qui est marquée par la première occurrence dans l'architecture française d'un portique de temple, inspiré directement, disent les contemporains, avec une gourmandise qui n'est pas tout à fait évidemment scientifique, inspiré du Panthéon, n'est-ce pas, le monument le plus prestigieux légué par l'Antiquité romaine et transformé par l'Église qui l'a sauvé en Église chrétienne. Tout ce chantier-là, au moment où meurt Mazarin, c'est le bâtiment universitaire, c'est le collège le plus spectaculaire. Tous les autres collèges sont logés dans des bâtiments du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui sont des bricolages, des rapetassages, comme on disait. Aucun n'a l'allure monumentale qu'a voulu Richelieu,
qui, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez peut-être gardé en mémoire, était non seulement docteur en théologie de la Sorbonne, mais aussi proviseur à ce moment-là de cet établissement. À l'intérieur, grande église à la romaine, avec ses voûtes nues en pierre, rehaussées de colonnes de couleur à quelques endroits, et sous la coupole, peinte par Philippe de Champaigne, le dernier décor encore en place de Champaigne, qui avait tant décoré pourtant d'édifices au XVIIe siècle à Paris, avec ses nuées d'anges, et dans les 4 pendentifs qui permettent de passer du carré au cercle, selon la géométrie dans l'espace, non pas les 4 évangélistes, comme très souvent on peut trouver dans les églises de la Contre-Réforme, mais les 4 pères de l'Église latine, ce qui pour un collège de théologie était évidemment très, très naturel. Mais Mazarin connaissait bien aussi un autre chantier qui a occupé la chronique des Parisiens du XVIIe siècle, au moment où Mazarin va passer, c'est le chantier du Val-de-Grâce. Et je vous montre ici un portrait de la reine-mère, Anne d'Autriche, le grand roi, comme dira son fils Louis XIV quand elle est morte, évidemment. Elle était un grand roi, dit Louis XIV. J'envoie ce message aux féministes d'aujourd'hui. Cette reine, Anne d'Autriche, vous le savez, a été malheureuse en ménage et en amour, et elle était également très persécutée par le cardinal de Richelieu. Les 2 sont morts, son mari et le cardinal, et débarrassée de ses 2 tuteurs, elle a pu laisser la place à sa passion pour l'architecture, justement. Et elle va commander à François Mansart, en 1646, donc nous sommes là, vous le voyez, déjà après le chantier de la Sorbonne, un palais-couvent dans la tradition espagnole de son parent Philippe II, ce fameux couvent du Val-de-Grâce, toujours rive gauche, mais plus profondément vers les limites de Paris, avec ce célèbre plan que je vous montre à droite. Alors je dois avoir une petite flèche, je ne suis pas sûr à 100%. Oui, voilà. Donc l'église ici fait le départ entre le couvent, qui se trouve à droite, et un palais pour la reine-mère, qui réfléchit très sérieusement à se retirer au Val-de-Grâce. Erreur politique que Mazarin l'empêche de commettre, évidemment. Elle reste au Louvre, mais elle a une tendresse particulière pour cet édifice du Val-de-Grâce, et c'est grâce à elle, ce chantier qui dure jusqu'au moment qui nous intéresse, puisque les travaux sont encore en cours lorsque Mazarin meurt, et la reine verra, juste avant de mourir d'un cancer du sein, ce bâtiment terminé en 1666. Et au Val-de-Grâce, nous voyons apparaître une chose que Richelieu n'avait pas pu faire à cause de la forme de son terrain dans la montagne Sainte-Geneviève, un bâtiment où la chapelle est au centre, avec 2 ailes, l'aile droite qui conduit au couvent, comme aujourd'hui, c'est le musée militaire, et puis une aile gauche qui ne va nulle part, puisque le palais n'a pas été construit. Avec sa façade à la romaine, à 2 ordres, typique de la Contre-Réforme, très démonstrative, on se croirait à Rome, avec ce dôme sur son grand tambour sculpté du chiffre du roi et de la reine, couvert de fleurs de lys que les Jacobins gratteront très soigneusement pendant des mois et des mois en 1793 et que les architectes des monuments historiques ont rétabli soigneusement pendant des années depuis cette époque. Évidemment, le Val-de-Grâce, c'est le plus gros chantier de Paris à ce moment-là, le plus spectaculaire. Il n'y a pas les Invalides, il n'y a pas la Salpêtrière, il n'y a pas, bien sûr, les grands chantiers du Louvre. Nous sommes là encore dans un de ces couvents qui ont peuplé la Contre-Réforme française, avec des centaines de créations d'établissements dans toutes les villes de France, entre le règne d'Henri IV et le règne de Louis XIV. À l'intérieur de cet édifice, la chapelle réservée au Saint-Sacrement, selon les recommandations du Concile de Trente, mettre en valeur le Saint-Sacrement, que les protestants contestent dans sa valeur, puisqu'ils ne croient pas dans la transsubstantiation, eh bien, cette chapelle, qu'on ne voit que difficilement, mais quand on visite le Val-de-Grâce, il ne faut pas la manquer, elle est située derrière le chœur. C'est une chapelle construite par Jacques Le Mercier, juste avant sa mort, une chapelle là aussi avec les 4 pères de l'Église, et cette voûte virtuose, qui est un hommage au château d'Annette de Philibert Delorme. Les architectes français se répondent de génération en génération. Et puis quand même, la monarchie française reprend son cours architectural, si j'ose dire. Car avec la Fronde, d'abord les difficultés financières et militaires de la fin du règne de Louis XIII, puis la Fronde et ses énormes difficultés politiques, sociales, économiques, Paris qui échappe même au contrôle du roi, tout cela n'a pas permis à la monarchie de reprendre, avec ce jeune roi qui a succédé à son père à l'âge de 5 ans, un cours architectural, et tous les palais sont en
un arrêt, les chantiers sont stoppés, celui du Louvre en tête. Voilà maintenant que l'on s'approche de la paix des Pyrénées, le chef-d'œuvre diplomatique de Mazarin. La France est en paix enfin après toute cette guerre poussée par le cardinal de Richelieu pour que la France soit la première puissance du monde, ce qu'elle sera grâce à cette politique et grâce à Louis XIV pendant quelques décennies seulement, mais c'est une histoire qui nous paraît aujourd'hui si lointaine qu'on a du mal à en parler. Eh bien, cette volonté de paix va se traduire par une volonté d'architecture, car l'argent de la guerre passe directement dans les caisses de ce qu'on appellerait aujourd'hui le ministère de la Culture. Il y a toujours un énarque aujourd'hui pour expliquer qu'on ne peut pas passer d'une ligne budgétaire à une autre. Là, ça s'est passé très bien. Et tout l'argent que Mazarin avait consacré à la guerre a été consacré aux bâtiments, et au premier d'entre eux, le Louvre et le château des Tuileries, ce complexe royal de la rive droite, abandonné depuis les travaux inaboutis de son père Louis XIII. Je vous montre ici le très célèbre et très beau portrait du roi, jeune, éblouissant, avec sa chevelure vraie, puisqu'il n'a pas encore perdu tous ses cheveux, il sera chauve en 1670, d'où le règne de la perruque, ces beaux cheveux que tout le monde admirait dans ce très beau tableau attribué à Charles Lebrun des collections nationales. Ce portrait, qu'on trouve encore en ligne malheureusement sous le nom de Louis Levaux, ce n'est pas Louis Levaux. Évidemment, une erreur très intéressante des historiens qui ont vu que ce beau personnage, assez bien vêtu, accoudé sur un plan, et posant derrière un bâtiment qui est le salon du Louvre, c'est-à-dire les deux rotondes qui précèdent la galerie devenue la galerie d'Apollon, et qui a été, vous le savez, l'entrée du musée de sa création sous Louis XVI jusqu'aux grands travaux de Napoléon III. Eh bien, ce portrait, ça paraissait très logique d'y voir la figure de Louis Levaux, le premier architecte de Louis XIV à la mort de Jacques Lemercier, auquel il succède en 1654. Et pourtant, il aura fallu attendre les travaux de Christophe Ardouin pour s'apercevoir que cette toile de Pierre Rabon représente le patron de Levaux, c'est-à-dire le surintendant des bâtiments du roi, qui a la charge des bâtiments de la couronne, mais une charge administrative et financière. Ce n'est pas un artiste. Mais il arrive que des ministres ou des grands commis de l'État, encore aujourd'hui, se prennent pour des architectes. Donc celui-ci veut passer à la postérité comme l'homme du Louvre, celui qui a pu, à partir de 1655, et plus après encore, relancer le chantier que Mazarin pense être central dans la nouvelle image de la monarchie française. Et on va investir énormément sur le Louvre à ce moment-là de cette histoire que je raconte au long, parce que vous me voyez peut-être arriver avec mes gros sabots du XVIIe siècle, mais nous nous approchons très doucement du quai de Conti. Lorsque Mazarin, à la suite de Ratabon, Antoine de Ratabon, le surintendant que je viens de vous montrer, a décidé que le Louvre serait le grand chantier de ce jeune roi et de cette reprise des affaires, il a souhaité s'adresser à Louis Levaux. Louis Levaux, qui était déjà là, qui connaissait bien le Louvre, qui venait de construire le pavillon que je vous ai montré, était l'homme de la situation. C'est celui qui pouvait réagir le plus vite. Et c'est ce qui s'est produit. Et je vous montre ici ce très beau plan, bien connu, qui est conservé dans les collections nationales, au Louvre, et qui représente, vous reconnaissez tout, c'est pas très difficile, le bassin de la Seine, le pont Neuf est à droite, un faux pont des Arts relie le Louvre, la cour carrée, à l'endroit où nous nous trouvons, qui n'est pas du tout l'endroit où nous nous trouvons, bien sûr. Vous reconnaissez la Grande Galerie, le château des Tuileries, incendié par les communards en mai 1871 pendant la Semaine sanglante et rasé ensuite. Et puis, tout en haut, la rue Saint-Honoré. Et à droite, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, la paroisse royale du quartier, l'endroit où le roi se transporte pour les grandes cérémonies, le Louvre étant dépourvu de chapelle monumentale. Ce plan dit de la paix, parce que c'est le nom qu'on a donné au pont, le pont de la paix qui est à l'emplacement de notre pont des Arts, c'est la paix des Pyrénées bien sûr, et c'est un plan qui a pu être daté de la fin de l'année 1659. Nous sommes donc 3 ans avant la mort de Mazarin, et contrairement à ce qu'ont pensé beaucoup d'historiens, le bâtiment qui est au bout du pont, ce n'est pas le Collège des Quatre Nations. C'est une idée qu'a eue Louis Levaux, une idée assez brillante. Parce que, en réalité, le bâtiment qui a l'air de délimiter une place rectangulaire avec une grande fontaine centrale, que vous apercevez, eh bien, ce bâtiment, il a déjà très vraisemblablement une idée. Qu'est-ce que c'est que cette cour? Qu'est-ce que c'est que ces bâtiments? On ne peut pas le dire, mais ce qu'on peut dire tout de suite, et qui est central dans l'analyse du Collège des Quatre Nations, on ne peut pas comprendre cet édifice sans cela,
c'est le rapport dialectique avec le Louvre. Au fond, ce projet de Levau, ce n'est jamais rien d'autre que la continuation du Louvre. Le Louvre, l'architecte propose d'abord, il propose d'abord d'agrandir la cour carrée pour lui donner la forme que vous connaissez aujourd'hui. Mais il propose plus, le dégager par une place au-devant, qui n'existera jamais avant le règne de Louis XV, qui a dégagé la colonnade seulement dans les années 1760. Il propose ensuite, vous le voyez, des cours à l'intérieur desquelles les services seraient plus au large pour le palais royal du Louvre et avec cette rue de continuer à travailler sur le projet des Tuileries, qui lui aussi est un palais abandonné par la monarchie, complètement difforme et dissymétrique. Autrement dit, il propose de revenir au grand projet d'Henri IV, cette cité royale avec deux têtes, le Louvre et les Tuileries, est-ouest, reliés par un quartier qui est presque entièrement sous contrôle. Henri IV avait souhaité que tout le quartier soit rasé pour être annexé. Vous voyez que Louis XIV est un petit peu plus modeste que son grand-père sur ce projet. C'est Napoléon III qui exécutera le travail quand Haussmann rasera ce merveilleux quartier où la bohème romantique et des écrivains que nous aimons tant avaient élu domicile dans les années 1830-40, l'impasse du Doyenné, etc. Alors, ce projet, il est tout à fait dans la continuité d'Henri IV, je le disais, sauf pour un point qui montre le génie de Levau, qui est un génie cette fois-ci d'urbaniste. Il traverse la Seine et il propose ici un ensemble qui n'est pas seulement positionné à l'endroit où nous nous trouvons, qui est surtout en miroir parfait de l'aile sud de la cour carrée qui abrite, comme vous le savez, les appartements du souverain et de la souveraine. La reine-mère au rez-de-chaussée, depuis toujours, depuis Catherine, la reine régnante à l'étage, le roi sur l'angle, dans le pavillon du roi qui porte son nom. Et donc nous sommes ici dans un vis-à-vis architectural. Et le pont est là pour souligner, comme un cordon ombilical, le lien entre cet enfant et ses parents, qui est chacun donc sur une rive de la Seine. Autrement dit, Levau est le premier à comprendre que le bassin de la Seine doit être transformé et devenir cet endroit où seront tous les feux d'artifice, toutes les grandes fêtes liées à la monarchie, une sorte de bassin royal où le Louvre contrôle aussi bien la rive droite que la rive gauche. Évidemment, du temps de Philippe Auguste et de la forteresse, quand on était là, on voyait la campagne sur la rive gauche et, à partir du XIe siècle, les clochers pointus de Saint-Germain-des-Prés. Mais le temps passant, tout ce quartier s'est rempli de maisons, d'hôtels particuliers qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Et tout d'un coup, Levau vient rappeler que le Louvre a des droits. Pas seulement des droits d'être le palais du roi, mais aussi d'avoir des vues. Et ce contrôle des vues, comment ne pas voir un écho fascinant à ce qui se produira lorsque Louis XIV investira Versailles, la ville couchée au pied du château, avec une servitude non altus tolendi qui empêche les bâtiments de monter à une certaine hauteur pour ne pas gêner le roi dans sa vision depuis sa chambre. Au fond, c'est la traduction de ce que vous voyez ici, mais complètement abouti à Versailles, car évidemment, tout ce qu'a fait Louis XIV à Paris est le brouillon de ce qu'il fera à Versailles. Alors Levau construit, puisqu'on lui demande, il va construire toute la partie de la façade sud de la cour carrée, celle qui est en face de l'Institut. Je vous ai mis la gravure de Jean Marot, qui vous montre le développement complet du bâtiment, qui est une sorte de répétition des modules de Pierre Lescot, sauf au centre, où Levau, inspiré par le pavillon de Sully de son prédécesseur Le Mercier, a placé, vous le voyez, un grand pavillon avec un dôme carré, qui est une image de la couronne royale. Et nous sommes ici, là où il y a le guichet des arts aujourd'hui. Si vous regardez cet extrait d'un tableau que j'ai pris à un peintre hollandais, flamand plutôt, vous verrez donc ce rythme ternaire, 2 pavillons aux extrémités, un pavillon au centre, reliés chacun donc entre eux par des ailes basses, qui font écho à la ligne de la galerie d'Apollon que, après l'incendie de 1661, bien sûr, Levau est chargé de rebâtir, et c'est là où Lebrun va esquisser ces grands décors, pas tout à fait terminés hélas, mais si importants de la galerie d'Apollon. Vous voyez que l'allure générale du palais est très rustique au fond. La commande est ainsi, il faut agrandir la cour carrée par des bâtiments qui s'articulent à des pavillons d'angle et des pavillons au centre. Et donc c'est ce qu'on voit ici, avec ce fameux rythme ternaire A, B, C, B, A. A étant les pavillons extrêmes, B les ailes et C le pavillon central. C'est la grande tradition française qui se met en place ici très doucement,
ce rythme ternaire qu'on va trouver dans l'architecture de la composition française jusqu'à la Révolution et peut-être même encore plus au-delà. Alors, le Vaud est en plein chantier en 1662 lorsque meurt Mazarin et que, en 61, et qu'arrive donc la commande de ce collège des 4 nations qu'il faut créer quelque part dans Paris. Nous savons par les archives que c'est le Vaud qui a proposé l'emplacement actuel. Voilà, une chose que normalement un architecte fait avec son client. Eh bien là, nous avons la preuve que c'est lui qui, devant le conseil de fondation, dit attendez, moi j'ai une idée, il y a un espace que vous pourriez utiliser. Et comme par hasard, il revient à son projet de 1659 en face du Louvre. Et évidemment, ce projet est soumis au roi, qu'il accepte immédiatement. L'avantage de travailler avec Louis XIV, c'est que c'est un grand architecte lui aussi. Donc on s'entend vite, on se comprend vite. Il a compris tout de suite ce que ça voulait dire. Ce bâtiment est sous le contrôle de son architecte, qui travaille à la fois pour lui au Louvre et pour la Fondation en face. Et donc, quoi de mieux qu'avoir le même architecte pour apparier 2 ensembles monumentaux l'un à l'autre. Et donc le roi donne son accord, et en 1662, le choix est fait de s'installer là où il y a un sympathique désordre montré ici par Callot dans ses célèbres vues, la tour de Nesle, qui vient faire un écho évidemment à toute l'histoire du Moyen-Âge. Face au Louvre, vous le voyez en bas, on voit le palais et la tour, et vu de l'autre côté avec le Pont-Neuf et la place Dauphine à l'arrière-plan que vous reconnaissez sans peine. Un endroit complètement épouvantable sur le plan sanitaire. Les égouts de la rive gauche qui viennent se déverser là, cette tour qui a les pieds dans l'eau, à moitié ruinée parce qu'on ne l'utilise plus, tout cela fait quand même un terrain labouré par les rues, par l'ancien fossé de l'enceinte de Philippe Auguste, bref, un site assez compliqué à aménager. Vous en avez ici un relevé par le Vaud. Voilà la tour de Nesle, nous sommes à l'emplacement ici de la Mazarine, nous sommes ici, là c'est le mur d'enceinte de Philippe Auguste avec ces fameuses tours qu'on retrouve de loin en loin, 60 mètres, 2 tirs croisés d'arcs de l'époque, et puis des maisons qui sont hors Paris, et regardez, rue des Fossés, avec tout ce fossé qui se déverse et qui crée un terrain évidemment très, très difficile. Le Vaud va faire même une chose qui est aujourd'hui très goûtée par nos collègues médiévistes. On lui a commandé de raser la tour, c'est lui qui l'a proposé, il prend la peine de la dessiner. Ça n'a aucun intérêt. Il n'a pas besoin de la dessiner, ce n'est pas pour que je puisse la montrer ce soir qu'il a fait ça gentiment. C'est tout simplement, évidemment, parce que c'est une tour qui est liée à l'histoire de Paris, de l'histoire de la monarchie, et c'est un document, un peu comme Montfaucon utilisera le passé dans ses ouvrages du XVIIIe siècle. Un très beau relevé avec la belle signature, toujours. Voilà, cet homme qui est né dans une famille avec un père quasiment analphabète, qui était entrepreneur et qui est devenu un des plus grands architectes. On ne sait pas qui lui a appris à écrire, qui lui a appris à lire. Est-ce qu'il a fait un voyage en Italie? On finit par se demander si effectivement ce n'est pas le cas. En tout cas, il a très rapidement acquis les codes sociaux pour monter dans la hiérarchie, et il est devenu un personnage vraiment central autour de Louis XIV. Voilà, je n'ai pas résisté évidemment à montrer la fameuse petite tour de Philippe Auguste, découverte au moment des travaux de cet auditorium, et que j'espérais voir dans l'entrée mise en valeur, mais je ne l'ai pas vue, elle doit être derrière un mur, alors il faut faire des recherches plus approfondies. Je m'arrête là parce qu'après on pourrait croire que je critique l'Académie, et c'est mauvais pour ma fièvre verte. Voilà. Le chaînon manquant, c'est ce document tout à fait exceptionnel qu'a retrouvé Alexandre Cogeno dans une collection privée parisienne et qui a manqué à tous les historiens qui ont écrit sur le bâtiment, jusqu'au dernier, en 2005. Alors c'est facile évidemment d'arriver après et de dire « regardez, moi j'ai trouvé », mais c'est comme ça, l'histoire, on construit chacun un petit morceau du discours, et certains ont la chance d'arriver au bout et de trouver la pièce centrale du puzzle qui manque. C'est une vue à vol d'oiseau qui représente la première proposition de Le Vaud. Nous sommes là vraisemblablement autour de 61-62, au moment où il a déjà désigné l'édifice, l'emplacement, et vous voyez qu'il a trouvé tout de suite le parti général si fascinant. La chapelle centrale avec ce plan centré en carré surmonté d'un dôme sur tambour à l'italienne, 2 ailes concaves, franchement concaves, je vais y revenir, et 2 forts pavillons marqués par un ordre colossal, c'est le nom qu'on donne à ces pilastres qui montent sur 2 niveaux, et ces hautes toitures dont vous avez vu tout à l'heure sur les photos modernes qu'elles étaient devenues des étages habités. Mais ce qui est encore plus beau sur ce document, c'est qu'il a gardé, vous vous souvenez peut-être tout à l'heure,
l'idée de cet arrondi. Le quai s'avance dans l'eau, vient chercher la vue. Il a abandonné l'idée du pont. On n'a pas assez d'argent pour construire un pont supplémentaire. Ça ne viendra qu'au XIXe siècle. Mais il a gardé l'idée de la fontaine centrale, flanquée de 2 obélisques tout à fait romains, en l'occurrence. Et surtout, regardez, de ce merveilleux mouvement convexe qui vient chercher l'eau. Alors évidemment, tout ça, ça a beaucoup inquiété la ville de Paris, qui a son mot à dire, évidemment, et qui s'est inquiétée de cette emprise sur le fleuve. Parce qu'à l'époque, la ville de Paris s'inquiète des capacités de circulation. Il ne faut pas gêner la circulation. Et donc, les bateaux, c'est important sur la Seine. Si vous avez de bons yeux, vous avez vu les bossages fantastiques qui marquent les angles de ce traitement du quai. Eh bien, ces bossages sont signés Levaux. Voici la version que vous connaissez au Louvre, trouvée dans les fossés du Louvre du côté de la pyramide. Une des grandes découvertes archéologiques faite malheureusement pour Yo Ming-pei à un endroit où ce n'était pas prévu et qui a causé de grands soucis aux archéologues du Louvre et aux directeurs de l'époque. Mais après l'avoir démonté, on l'a remonté à son emplacement et on peut goûter l'extraordinaire force. Levaux est l'architecte qui va le plus loin, effectivement, dans cette plastique qui est volontiers qualifiée d'italienne, avec cette générosité dans les formats, dans les volumes. Regardez comme c'est beau, comme c'est plastique, et en même temps, c'est normal, c'est fait pour être vu en contrebas, c'est un fossé, et tout à l'heure sur le dessin, c'était même vu pour être depuis l'autre côté de la Seine. Donc c'est tout à fait normal. Et les ombres, vous voyez, sont très marquées du coup. Là, c'est un éclairage électrique et relativement épouvantable, mais on peut imaginer à l'époque que les ombres de la lumière naturelle sont très fortement attrapées. Par ailleurs, on vient enfin de restaurer, et je vous montre une photographie récente, Levaux est l'homme aussi de l'ordre colossal que vous avez vu sur les 2 pavillons du dessin. L'ordre colossal, cet ordre géant qui monte sur plusieurs niveaux, ici le rez-de-chaussée et le premier étage, c'est un ordre que les Français ont abandonné complètement à la génération précédente. Là, Levaux réintroduit, comme il l'a fait à l'hôtel Lambert, par exemple, cet ordre géant que Henri IV aimait beaucoup et qu'on avait vu sur la grande galerie du Louvre, celle qui a été détruite par Le Fuel et Napoléon III. Ce bâtiment de Vincennes, Mazarin le connaissait bien, puisque ce sont des travaux qu'il a eu comme gouverneur de Vincennes à superviser au moment des années 55-60, pavillon du roi et pavillon de la reine, qui sont aujourd'hui le service historique de la Défense. Et vous voyez donc cet ordre colossal et ces pots à feu monumentaux que vous reconnaissez bien sûr, qui sont un des tics d'écriture de Levaux qui aime terminer ces grandes verticales par ce qu'on appelle des acrotères, qui sont ces vases fumants, ces pots à feu, comme on disait à l'époque. Donc une architecture, vous voyez, très virile, très forte, très démonstrative, parce qu'il y a des distances, des espaces qu'il faut absolument occuper visuellement. Nous possédons un second dessin, qui était précédemment le premier qu'on avait sur ce projet, et ce dessin n'étant pas à vol d'oiseau, on ne peut pas mesurer clairement l'arc des ailes. Ce qu'on peut mesurer en revanche, c'est que le mur de quai a changé. On est passé à la ligne droite. Mais l'abandon de ce très beau ventre qui venait dans la Seine, qui venait vers le Louvre, est remplacé par quelque chose d'assez extraordinaire. Regardez, c'est le fait que le quai ressaute très légèrement au droit de chaque accent vertical. Pavillons extrêmes, chapelle, et on peut imaginer qu'il suffit de regarder le dessin en miroir. Autrement dit, plus je suis loin, plus je crois que le mur de quai porte réellement l'édifice. Parce qu'à un moment de la perspective, je ne vois pas qu'il y a une rue entre le pavillon et le mur du quai. Et donc, vous voyez que tout est pensé pour être vu depuis la rive droite, c'est-à-dire depuis le roi, depuis le palais du Louvre, évidemment. Voilà le plan d'implantation. Nous sommes en juillet 62, tous les maçons ont signé, et Levaux propose une place qui est isolée par le bâtiment. Le bâtiment dessine sa propre place, quelque chose d'assez extraordinaire. Il a sculpté l'espace, vraiment d'une manière très performante. Le pavillon des Arts, le pavillon de la Mazarine avec la tour qui est reportée ici, en superposition, et la chapelle avec la cour que vous avez traversée, puis la grande cour, et nous sommes maintenant ici. Et vous voyez comment les pavillons interrompent complètement le quai. C'est très frappant de voir ces pavillons s'avancer à ce point. Toujours le projet avec les ailes
parfaitement en demi-cercle, donc la place n'est pas encore une ellipse écrasée comme aujourd'hui, c'est toujours un demi-cercle, car c'est ce que Le Vau considère comme le plus beau. Le Vau va donner tous les dessins, y compris des maisons de location, qui servent à gagner de l'argent, qui sont les maisons le long de la rue de Seine, qui sont derrière. Donc vous avez ici les élévations et les coupes. Et puis le plan de fondation, avec les fondations de l'édifice et de la chapelle. La chapelle est fondée et laissée en plan, comme on le fait souvent, parce que c'est le morceau de choix, et on construit le reste du bâtiment. Sauf que vous n'avez pas pu le voir, évidemment, donc je vous ai fait cette petite superposition. Le plan a changé. Les ailes, franchement sur un demi-cercle, sont devenues, cette fois-ci, plus écrasées, en ovale, en ellipse. Alors on pourrait se dire, c'est plus baroque, c'est plus italien. Non, c'est une demande du conseil de fondation. Ça fait plus de place pour les bâtiments, donc il y a plus de place pour le collège. Voilà le moteur de la transformation d'un plan dans un autre plan. Quelquefois, il faut renoncer à la poésie et à l'intelligence. Ce sont des considérations pratiques comme nous en aurions aujourd'hui. Et voilà donc le plan définitif, avec les ailes beaucoup moins prononcées, la chapelle, les deux pavillons, qui s'avancent et qui interrompent le quai pour forcer à passer sur le côté et à découvrir cet espace qui n'est pas prolongé par un pont, mais qui donne face au Louvre, comme un balcon sur la Seine. Je n'ai pas résisté, mais c'est un petit tableau de William Parrott qui est à Carnavalet qui vous montre qu'à l'origine, ces ailes comportaient des boutiques sur la rue qui, comme les maisons locatives de la rue de Seine, servaient donc à avoir un peu d'argent. Et vous voyez que les arcades de la première épaisseur étaient ouvertes. Elles étaient ouvertes. Et vous avez là, nous sommes dans les années 1840-46, les merveilleux marchands d'estampes, etc., de dessins, qui auraient fait la joie de collectionneurs compulsifs. Mais il faut dire aussi que c'est utile d'avoir ces passages, parce que comme on a mangé sur le quai, ça laisse quand même un passage pour les gens de pied, comme on disait sous l'Ancien Régime. Et si vous êtes évidemment, je le pense, des admirateurs de Charles Marville, le merveilleux photographe du Paris du Second Empire, vous connaissez cette photographie bouleversante où l'on voit très bien le passage, même si le temps passant, il est fermé par une grille pour empêcher ce qu'on peut imaginer que les gens font la nuit dans ces passages qui ne sont pas éclairés. L'humanité est désespérante depuis toujours, ça ne change rien. Alors, cette photographie, elle n'est pas prise pour faire plaisir par Charles Marville. Vous le savez, il travaille pour Haussmann. Il photographie avant-après. L'idée du préfet Haussmann est de photographier le vilain vieux Paris, tout sale et tout triste, et de photographier après le beau Paris moderne de Napoléon III dans une perspective de propagande impériale. Et vous savez que cette campagne photographique avant-après s'est retournée contre Haussmann, puisque les historiens se sont désintéressés des vues du Paris de Napoléon III, qui était le Paris que nous connaissons, pour se passionner pour les vues du vieux Paris qui gardait la mémoire d'une ville qui nous paraît enfouie aujourd'hui. Eh bien, cette photographie, Dieu merci, il n'y a pas d'après. Parce que Haussmann a fait faire cette photo pour détruire les deux pavillons de Le Vau. Le pavillon de la Mazarine et le pavillon des Arts, parce que, disait Haussmann, dont la pensée est souvent relativement frustre, ça gêne la circulation. C'est Napoléon III qui l'en a empêché. Napoléon III est toujours un tout petit peu plus artiste et sensible que son préfet Butor, que nous connaissons bien par ailleurs. Alors, le bâtiment pousse et, dans les années 62, 63, 64, le chantier de Louis Le Vau, qui est en sous-main l'entrepreneur, même si c'est son beau-frère qui apparaît dans les contrats, arrive à une bonne hauteur quand Colbert, qui change de statut, et devient surintendant des bâtiments du roi. Il succède donc à Ratabon. Et en prenant ce poste, un an avant de devenir le contrôleur général des finances, il a décidé, lui aussi, comme l'avait fait son maître Mazarin, que le Louvre était le chantier central. Et malheureusement, il a un défaut, il a beaucoup de défauts, Colbert, mais il en a un quand même assez redoutable, c'est qu'il n'est pas du tout artiste, mais pas du tout. Il ne comprend rien à l'architecture. C'est une sorte de super énarque de l'époque, si j'ose dire. Il s'intéresse de manière brillantissime à l'administration, aux réformes de l'État, mais l'architecture, ce n'est pas son affaire. Et il déteste Le Vau. Pourquoi ? Parce que Le Vau était l'architecte favori de Fouquet, son rival. Donc, il fait arrêter le chantier du Louvre. Il ne peut pas faire arrêter le chantier de
du Collège des Quatre Nations, mais il fait arrêter le chantier du Louvre et il se lance dans une architecture de concours. Qu'est-ce qu'on peut faire au Louvre de mieux que ce qu'a proposé Le Vau? On ne sait pas. Alors on demande à toutes sortes d'architectes français, tout le monde patauge un peu, et finalement, Colbert arrive à ce chef-d'œuvre pour faire la façade du Louvre, notre future colonnade, qui doit, dit-il, être l'esprit de grandeur de la nation, de la monarchie française. On va chercher un Italien. C'est Bernin, évidemment, dont je vous ai mis le portrait. Il est assez âgé à ce moment-là et il quitte à regret, malgré la sublime lettre d'invitation de Louis XIV qui lui parle d'égal à égal, son chantier de la place Saint-Pierre et son cher Alexandre VII, auquel il est si lié, aussi par le problème de foi et pas seulement d'artiste. Alors Bernin arrive à Paris, il ne parle pas français et on lui fait dessiner la façade du Louvre. La façade du Louvre qu'il va proposer, c'est ça. C'est la célèbre façade conservée dans le portefeuille des dessins du Louvre au cabinet des arts graphiques de ce célèbre musée. Et cette façade horrifie Colbert. Colbert trouve que ce n'est pas sérieux, voilà, ce n'est pas de la bonne architecture. Plus tard, après toutes les vexations subies, Bernin dira une chose merveilleuse à propos des Français. Il dira des choses aussi un petit peu musclées sur le plan des insultes qu'on adore, mais il dira aussi que les Français sont curieux parce qu'ils ont fait venir un Italien et ils s'étonnent qu'il leur fasse de l'architecture à l'italienne. C'est la vérité. Mais ce qui m'intéresse dans cette façade, c'est le dégoût de Colbert. Parce que si on a remis la chronologie correctement, ce que vous voyez là, un bâtiment central couronné par un tambour sans dôme, 2 ailes concaves et 2 pavillons à hordes colossales, ça ressemble quand même très fortement au palais que construit Le Vau de l'autre côté de la Seine. Il n'y a rien d'étonnant dans cette architecture. Et donc, la critique est très étonnante. On est horrifié, sauf une personne, le plus malin, le roi, évidemment, car lui est architecte. Il a compris tout de suite qu'il tient là quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, il y a une avancée, un recul, il y a du mouvement, il y a de la force. Tout ça, Colbert n'aime pas beaucoup, mais c'est le roi qui décide, heureusement. Et donc, Bernin vient à Paris. Je suis frappé que personne n'ait jamais fait le rapprochement entre les deux bâtiments. Et je suis d'autant plus frappé que nos collègues historiens vont souvent faire la comparaison entre la façade du Palais de l'Institut et l'église de la place Navone. Mais quel rapport y a-t-il entre ces deux édifices sous prétexte qu'il y a un dôme et une petite façade qui fait un léger mouvement concave? Ça, ce n'est pas de la bonne histoire de l'architecture. Il faut regarder les choses de manière plus simple et remettre la chronologie en place. Bernin fait un projet qui est très proche de Le Vau, parce que Le Vau est le plus italien des architectes français, qu'il a lu Palladio, dont il a les Quattro Libri, et que peut-être il a fait un tour en Italie, ça on n'en est pas sûr, mais il a quand même un esprit très italien. Là, quelques années, les Italiens avaient fait au château Saint-Ange une magnifique exposition sur le baroque autour de Bernin, et ils avaient eu la folie de commander une maquette en bois de cette fameuse façade du Louvre. À force de voir des plans, on avait envie de voir un volume. Et donc, il y a un menuisier sicilien qui a passé des centaines d'heures à faire cette maquette qui représente le Louvre de Bernin, dont les fondations, vous le savez, de la 3e façade ont été trouvées lors des fossés et détruites sur ordre d'André Malraux, ministre de la Culture. C'est l'épisode de 65, quand, bien sûr, le roi se prête à la pose avec cette chevelure dont je parlais tout à l'heure et qui a laissé de ce séjour si difficile pour Bernin, qui s'est senti tout le temps en porte-à-faux avec ces Français, qui a laissé le plus beau témoignage de son génie parmi nous, c'est le grand buste qui est à Versailles. Comment ne pas trouver que là, il y a entre ces génies des passerelles? Et je ne suis pas en train de vous dire que Le Vau est plus fort que Bernin et qu'il a pensé avant lui à cette façade. Non, je suis simplement en train de dire ce que savent tous les chercheurs. Quand il y a une bonne idée pour quelqu'un, il y a cette bonne idée pour tout le monde. Et que nous sommes dans un climat culturel, un climat architectural, que Le Vau pousse un peu plus loin côté français et que Bernin finit par retenir côté italien puisqu'il va proposer finalement une façade droite pour calmer les préventions de Colbert. Mais si vous regardez toute l'architecture de Le Vau, et bien sûr son chef-d'œuvre Vaux-le-Vicomte, vous voyez qu'à Vaux-le-Vicomte, la façade sur cour est déjà en partie avec un mouvement de retrait, tandis qu'il invente dans l'architecture française une extraordinaire idée de faire sortir la pièce centrale dans le jardin, pour rattraper la vue sur le jardin. Et
comment ne pas penser bien sûr aux grandes villas palladiennes qu'il connaît peut-être par le voyage, mais surtout par les Quattro Libri. Et je vous prends ici la villa la Polésine avec la villa centrale du maître, les ailes et les bâtiments de service qui sont au bout, dont l'écurie ici, villa qui existe encore et que Palladio grave dans le chapitre qu'il consacre à ses propres œuvres à l'intérieur des Quattro Libri. Donc le veau n'a pas peur du mouvement, comme Bernin, en mon italien, lui aussi affectionne. Voilà, ce salon qui sort, monstruosité pour un homme aussi étroit d'esprit que Goldberg. Et pourtant, quelle extraordinaire postérité derrière cela, dans l'architecture du XVIIIe siècle, dans l'architecture germanique, qui a toujours regardé Vaux-le-Vicomte avec beaucoup de tendresse. Et vous retrouvez les pavillons, avec cet ordre colossal et ces hautes toitures que vous avez ici, car le veau a des tics d'écriture, il a fixé son langage, et vous retrouvez même les grands pots à feu monumentaux qui marquent les lignes verticales, comme je le disais tout à l'heure. Alors voilà, le Collège des Quatre Nations, dessiné et magnifiquement gravé, d'après Israël Sylvestre, cette grande feuille dont le dessin original est au Louvre, dans les collections du cabinet des arts graphiques. Et vous voyez que tout le programme a été réalisé avec le quai qui, lorsque Sylvestre, qui travaille pour le roi et qui connaît bien les intentions de Levaux, fait cette gravure, il se place de l'autre côté et il nous montre la perspective depuis le Louvre, depuis la vue du roi, vers l'édifice qui est tourné vers la Seine de manière très spectaculaire pour la première fois à cette échelle. Nous sommes habitués, nous autres Parisiens, à voir, en nous promenant le long des quais, tous les bâtiments regarder la Seine. Eh bien, c'est la première fois à cette échelle qu'on arrive à cette démonstration. Et cette forme que vous connaissez, que je montre ici à travers le plan Turgot. Alors, il y a quand même un élément qu'il faut analyser plus finement avant d'en finir, c'est la chapelle. La chapelle qui n'est, je vous l'ai dit, que fondée pendant qu'on construit les bâtiments. On a besoin du collège, on a une chapelle provisoire, et puis on va se décider ensuite à réaliser cette chapelle. Voilà, je vous montre ici l'ordre colossal, et voilà le pavillon des Arts avant sa récente restauration. Ce qui est frappant dans cette chapelle, c'est de lui avoir donné l'ordre colossal comme les pavillons, et donc Levaux se trouve dans une situation très difficile. C'est la question de la gestion des petites ailes qui, vous le voyez, elles n'ont pas l'ordre colossal. On a deux ordres, un ordre ionique qui est l'ordre royal que Levaux utilise sur les façades du Louvre et l'ordre corinthien d'après les traités d'architecture. Ce que réussit très bien Levaux et qui est si curieux comme à Vaux-le-Vicomte, c'est justement ce passage de l'ordre colossal à ce qu'on appelle les ordres superposés, un par niveau, et c'est ça que l'Académie créée en 1671, l'Académie d'architecture, qui n'existe plus aujourd'hui sous sa forme, mais qui est une des sections de l'école, de l'Institut, de l'Académie des Beaux-Arts, eh bien, c'est ça que veut l'Académie. Elle dira que, normalement, il faut superposer les ordres. Mais Levaux n'est pas du tout dans cette idée. Pourquoi ? Parce que les accents monumentaux sont en ordre colossal, parce que c'est ce qu'on voit très nettement depuis le Louvre, et les ailes ne servent que d'accompagnement. Si j'ose dire, c'est presque comme le travail du graveur. C'est la question de la hachure. On va hachurer plus ou moins fortement l'architecture pour créer des blancs et des gris. Les pavillons et la chapelle sont en blanc, les ailes sont en gris. Alors cette chapelle, Levaux, s'affronte à un programme qu'il ne connaît pas très bien. Levaux n'est pas un architecte de bâtiments religieux. Il n'a jamais construit vraiment d'église, ni de chapelle. Alors il va regarder ce qui s'était fait de mieux. Et à la génération précédente, François Mansart avait réalisé cette merveilleuse église de plan circulaire que vous connaissez et qui est la Visitation rue Saint-Antoine dans le Marais, qui est devenue, par un clin d'œil de l'histoire, un temple protestant. Il va choisir une chose tout à fait curieuse, un plan ovale, une chapelle ovale plutôt que circulaire. Vous avez ici le plan des fondations et le plan du rez-de-chaussée. Et vous devinez ici une chose tout à fait étonnante, mais tellement conforme à l'esprit, évidemment, de Mazarin. Vous en entendrez sans doute parler avec Alexandre Maral. Le tombeau est placé sous la coupole, au centre du dispositif monumental. Tous les grands maîtres d'ouvrage ont rêvé d'avoir leur tombeau sous une coupole. C'est ce qu'il y a de mieux, et c'est même Jules II lui-même qui rêvait ça pour son tombeau à Saint-Pierre de Rome, et ça nous vaut les merveilles de Michel-Ange.
évidemment qu'à la fin, on le poussera ailleurs. Le cardinal de Richelieu avait été plus raisonnable, il est enterré, vous le savez, dans le chœur. Mais voilà le plan général de l'édifice, qui ressemble exactement au projet que j'ai montré, avec une façade tétrastyle, 4 colonnes, 2 x 2 autour de la porte. Des chapelles ovales, on en trouvait dans l'architecture française, pas la peine d'aller à Rome à nouveau, parce qu'on pourrait se dire, voilà encore un trait romain. Il y a une chapelle ovale, la plus belle, elle est à Paris, c'est l'église de l'Oratoire, juste à côté du Louvre, dégagée par le percement de la rue de Rivoli au XIXe siècle, et qui est aussi un temple protestant. L'église de Bérulle, devenue temple protestant, a encore un autre clin d'œil merveilleux de l'histoire. Cette chapelle ovale ne se visite pas aujourd'hui, elle a été coupée en deux. C'est dommage parce que c'est certainement un des plus beaux volumes qui a pu inspirer Le Vau, qui regardait de très près les œuvres de son prédécesseur Jacques Lemercier. Voilà le deuxième projet de chapelle, à la suite des plans que je viens de vous montrer. Nous possédons maintenant des élévations et des coupes. C'est un matériau extraordinaire sur le plan de l'histoire du dessin d'architecture, en termes d'art graphique. Donc voilà la façade et voilà la coupe. Vous voyez tout de suite que quelque chose ne fonctionne pas très bien. Il y a dans le rapport de proportion entre la base et le tambour, dans la largeur et la hauteur, quelque chose qui est encore un tout petit peu inabouti. C'est le deuxième projet des années 64-65. Et cependant, Le Vau a déjà trouvé un dispositif très intéressant sur lequel j'aimerais attirer votre attention parce qu'il est unique à Paris à ce moment-là, c'est le portique de l'entrée. Vous voyez que des 4 colonnes de tout à l'heure, nous sommes passés maintenant à 6. Voilà le plan de cette chapelle qui s'approche du plan réalisé. La chapelle est toujours ovale, elle est précédée d'un vestibule et le chœur se trouve au fond. C'est là où, en 1962, le Christ a été remplacé par la statue de Napoléon. Cet ovale et son vestibule sont précédés, regardez, d'un étrange portique, 4 colonnes entourées par 2 colonnes carrées attachées au mur. Drôle de dispositif. Dispositif bien connu, évidemment, des théoriciens qui s'intéressent à la question du portique de temple, si complexe et que Palladio a tant illustré dans ses villas, en introduisant le portique de temple païen dans l'architecture civile. C'est le coup de génie de Palladio qui a valu à Palladio une carrière qui, si j'ose dire, se termine en 1950, sans parler des actuelles villas palladiennes en cours de construction par des milliardaires ici ou là. C'est ce que l'on appelle le portique in antis. Les antes, dans l'architecture traditionnelle grecque, ce sont les murs latéraux du temple qui s'avancent jusqu'à la façade et qui sont forcément donc carrés et non pas circulaires. Et c'est ce que nous montre très bien le plan. Les 4 colonnes sont serrées par les 2 murs dont les extrémités deviennent des colonnes carrées. C'est le portique in antis. C'est une citation archéologique extrêmement savante, passée ici par les traités de Scamozzi, qui en a fait dans l'Idea dell'Architettura un élément très important de sa théorie des ordres. Les Français ne s'intéressent pas du tout à ça. Le Vau l'a repéré et il va le faire advenir dans le 3e et dernier projet, qui est la chapelle actuelle. Vous voyez la proportion, beaucoup plus efficace, beaucoup plus harmonieuse. On est arrivé à la bonne opération et ce dessin a toujours été mal daté. Nous savons maintenant qu'il date de 68-69, année où on a terminé le gros œuvre. Alors ça passionne qu'une vingtaine de personnes, j'en ai bien conscience, mais voilà, la chronologie du chantier peut être définitivement donnée et affinée par ces découvertes liées aux fausses factures dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez que dans le dessin que donne l'architecte pour les grilles qui n'existent plus aujourd'hui, on retrouve ce portique in antis tout à fait extraordinaire. Et c'est le portique que vous avez aujourd'hui et que personne ne regarde. Et pourtant, il est unique dans le Paris de cette époque, très différent de ce que Lemercier avait fait à la Sorbonne. Et il faudra attendre la deuxième moitié, voire la fin du XVIIIe siècle, pour en voir revenir ces citations archéologiques dans l'architecture. Donc c'est une église qui, dès l'abord extérieur, présente un caractère tout à fait extraordinaire. La voilà avec aussi la force que Le Vau a pu avoir dans son organisation, puisque avec un plan centré, le dôme est parfaitement visible. Plus vous avez une église de plan allongé, plus le dôme qui est au-dessus du chœur est difficilement visible depuis la façade. C'est l'échec de la Sorbonne, évidemment. Et c'est l'échec, bien sûr, de Saint-Pierre de Rome, le grand projet de plan centré de Michel-Ange, détourné par Paul V Borghese et son architecte Maderno, aboutit à ce que le dôme ne soit posé sur la façade que quand vous êtes très loin de la basilique, à l'entrée de la Via della Conciliazione de Mussolini. Autrement dit, avec le plan centré, le dôme fonctionne absolument parfaitement et les deux éléments sont bien superposés
comme il se doit, orthogonalement. Évidemment, dès qu'on se déporte sur le côté ou à l'arrière, on a des visions complètement différentes, qui ne sont pas des visions contrôlées, mais des visions pittoresques du vieux Paris. Je n'ai pas résisté, évidemment. La vue du dôme surgissant, comme dans un texte de Balzac sur les Invalides, surgissant comme ça dans la rue qui est à l'arrière. Et ce lanternon, qui, vous le savez, n'est pas très ancien, puisqu'il avait été décapité sous l'Empire pour l'Institut et rétabli seulement par les monuments historiques sur les dessins de Levau conservés aux archives, car les architectes avaient eux aussi regardé les documents. Je parle ici d'André Guton notamment. Alors j'entre dans cet édifice de plan ovale. Regardez comment la gravure ici matérialise bien cette forme si rare, avec un ordre colossal corinthien et un petit ordre pour structurer l'espace intérieur. Au fond, c'est un espace très difficile à photographier. J'ai utilisé d'abord, vous le voyez, les photographies anciennes de l'État vaudoyer, entièrement détruit en 1962 par André Guton, l'architecte en chef de l'Institut, lorsqu'il a fait la grande restauration si spectaculaire de l'architecture du XVIIe siècle. Nous sommes sous le général de Gaulle, c'est au moment de la loi programme de Malraux, la monarchie française est très à la mode. Et donc on refait le grand bâtiment de Levau. Vous voyez que tous les entresols, etc., disparaissent, sauf que on avait déjà creusé le sol un petit peu, moins que ne le fera Guton, mais cette photo nous donne bien l'espace intérieur que je voulais vous montrer, qui est plus difficile à photographier aujourd'hui avec les derniers aménagements du XXe siècle. La tombe de Mazarin se trouve maintenant, elle sera installée par Jules Hardouin-Mansart un tout petit peu sur le côté, bien sûr, tandis que vous pouvez voir les grandes opérations de Levau, une église toute en pierre blonde, dans la tradition française de la stéréotomie, l'art de la coupe des pierres pour faire des voûtes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure à la Sorbonne, et toujours ces colonnes de marbre de couleur qui viennent animer les lignes de force de l'architecture, et dont Levau est un grand praticien. Levau est un de ceux qui va ressusciter la présence du marbre dans l'architecture française, non pas le marbre en plaquettes décoratives comme Lescaut ou Philibert Delorme à la Renaissance, mais bien le marbre dans la colonne porteuse, précédant un peu les discours théoriques du XVIIIe, et qui apportent cette couleur très chaude. Ce sont des marbres de Belgique, on n'est pas encore revenu aux marbres des Pyrénées, qui seront le grand projet de Louis XIV après. Mais dans le premier Versailles de marbre de Levau, il y avait des choses de ce genre qui ont malheureusement, vous le savez, disparu. Voilà donc le programme architectural d'une église à 2 niveaux à l'intérieur qui va chercher une coupole qui n'est pas la coupole circulaire, comme on aurait pu l'attendre, de toutes les églises de la contre-réforme en France, mais bien une église, vous le voyez, de plan ovale. L'ovale de l'église en bas monte dans le tambour. Alors vous allez me dire, non, vous l'avez vu 50 fois, le dôme est posé sur un tambour parfaitement circulaire. C'est ce que vous montre ce dessin. Et là, Levau est un merveilleux manipulateur. Extérieurement, c'est parfaitement circulaire, mais intérieurement, c'est bien ovale. Ce qui veut dire que les murs n'ont pas la même épaisseur selon le tracé de la circonférence. Et les murs sont beaucoup plus épais ici, évidemment, puisque dans cette partie, on retraite pour que l'ovale prenne sa place. C'est ce qui donne à la coupole cette forme totalement unique dans l'architecture religieuse du XVIIe siècle. Et la voilà après sa restauration. Vaudoyer avait, pour la question du son, construit une coupole à l'intérieur qui a été détruite en 1962. Et Paul Belmondo a rétabli une partie des sculptures qui avaient été bûchées, pour des raisons d'ailleurs souvent techniques et pas idéologiques, après la Révolution. Le portefeuille de dessins est si riche que nous possédons aussi les dessins du second œuvre, et notamment les grilles somptueuses qui séparaient les différents espaces de la chapelle et qui ont disparu. J'insisterai là-dessus tout simplement parce que c'est un énorme patrimoine qui a été rayé de la carte, souvent à la Révolution, peut-être souvent aussi au XIXe siècle pour des raisons de goût ou de liturgie. Et nous avons ici la chance d'avoir les grilles dessinées par Levau et ensuite à sa mort par son premier chef d'agence et son meilleur élève qui est François d'Orbay, l'homme qui a terminé l'enveloppe de Versailles. Ça, c'est un dessin merveilleux. Évidemment, vous ne pouvez pas le goûter complètement parce que les images déforment et agrandissent aisément, mais le vrai dessin est à l'échelle 1 pour que le ferronnier, qu'on appelait à l'époque un serrurier, réalise le fleuron et qui est naturellement une fleur de lys parce que c'est une fondation de Mazarin avec le soutien de la couronne et les liens dialectiques entre les deux ainsi qu'entre le Louvre et le monument, comme je vous l'ai dit, sont très forts.
Alors il faut conclure, de tout cela, il nous reste le bâtiment, la chapelle restaurée, son lanternon rétabli, et pourtant Mazarin serait sans doute un peu triste. Son bâtiment a été coupé net par le pont des Arts, ce merveilleux pont des Arts que nous aimons tant. Eh bien, il est beaucoup trop haut, et donc le tablier du pont coupe la base des colonnes de la façade de la chapelle. Quelle déception! On ne peut plus voir la célèbre vue depuis la rive droite et le Louvre. Mais heureusement, il nous reste ce qui, au fond, fait la gloire de cet édifice. La chapelle est aujourd'hui désaffectée et le Christ a été remplacé par l'Esprit. Le bâtiment a été coupé à cause du pont des Arts dans son élévation, si subtile, si fine. Les élèves sont partis. Le collège a fermé, comme tous les collèges de la montagne Sainte-Geneviève, pour la grande réforme de l'éducation voulue par la Révolution française. Il reste la bibliothèque, venue quelques années après, depuis la rue de Richelieu. Il reste le frontispice de temple, un temple pour une bibliothèque, avec la grande dédicace au fondateur. Il reste non pas l'escalier qui était très simple et que les architectes du XIXe siècle ont si bien reconstruit, mais la grande salle avec ses boiseries dessinées pour la bibliothèque de la rue de Richelieu, la grande aile que la Brouste a malheureusement entièrement rasée sous Napoléon III et qui longeait la rue de Richelieu, cette aile avec les écuries du cardinal au rez-de-chaussée et sa bibliothèque et tous ses livres à l'étage, des boiseries qui sont venues dans les années 70 démontées et remontées, que vous pouvez toujours voir aujourd'hui, des livres qui nous disent l'importance qu'avait pour Mazarin l'architecture sans doute, mais aussi la culture et la pensée. Je vous remercie. D'accord. Les gens ont des micros ? Oui. Vous avez juste appuyé sur un bouton à côté. Alors, on me dit que vous avez la possibilité de poser des questions et que vous avez des micros et que vous savez. Donc, je suis à vous. Merci beaucoup pour les présentations, très intéressantes, notamment pour le lien entre le bâtiment et le Louvre. Alors j'avais une double question, mais les deux sont reliés par un fil rouge. La première sur le Val-de-Grâce, dont vous nous avez montré une photo, puisque fort heureusement il nous est parvenu. Vous avez insisté sur deux choses. La première, d'une part, sur le caractère monumental de la façade italienne, avec les doubles portiques l'un au-dessus de l'autre, et d'autre part, sur les fleurs de lys, qui, je crois, vous nous avez dit, ont été effacées par les Jacobins, alors vous vouliez peut-être dire les Républicains, et qui ont, si j'ai bien compris, corrigez-moi si je me trompe, été rétablis. Donc c'était pour savoir les raisons, l'époque, le cas échéant que je n'ai pas noté, et les raisons de ce rétablissement, puisque pour reprendre votre vocabulaire, je pense que ça ne doit pas être des raisons idéologiques, mais des raisons artistiques et architecturales. Donc première question. Et deuxième question, vous avez indiqué, vous avez rappelé le lien entre colonne ionique et royauté. C'est effectivement quelque chose qu'on voit passer de temps en temps, notamment sur les hôtels particuliers de ce qu'on appelait à l'époque les princes du sang à Paris, qui ont aussi des colonnes ioniques. C'était pour savoir pourquoi l'ordre ionique avait été choisi par les maisons royales. Merci. Merci de ces deux questions qui, effectivement, ont un lien assez fort. Alors, pour ce qui est du Val-de-Grâce, vous le savez, à la Révolution française, les lois contre les blasonnements et puis ensuite contre tous les signes de la tyrannie et de la féodalité, pour parler comme les gens de cette époque, ont amené une destruction massive, très importante, de tous les symboles royaux qui pouvaient être en place, qu'ils soient vrais ou pas. Hein. L'histoire de la Galerie des Rois de Notre-Dame, par exemple, montre qu'il y a eu aussi des erreurs. Donc au Val-de-Grâce, qui était un lieu que les Jacobins détestaient d'abord parce que c'était une église, ensuite parce que c'était une nécropole royale pour les cœurs des princesses et des enfants morts assez jeunes, avec une crypte qui est peu connue sous la chapelle Sainte-Anne. Hein, les boîtes des cœurs sont aujourd'hui conservées au musée Crozatier dans le centre de la France. Donc cette église avait toute chance d'attirer l'attention des Jacobins. On vient d'écrire avec mon maître Claude Millon un ouvrage sur le Val-de-Grâce.
ils n'ont pas détruit, c'est toujours ça. Hein. Le Val-de-Grâce a été transformé en hôpital militaire, ça l'a sauvé. Hein. Mais l'église a été profanée assez profondément et tout ce qui était fleur de lys, vous imaginez qu'avec une église patronnée par Anne d'Autriche, c'en était couvert. En fer forgé, en bronze, en bois et surtout en pierre. Tout ça a été gratté par idéologie républicaine en 1793, idéologie républicaine terroriste. Hein. Je fais la distinction entre, évidemment, les pensées anciennes et les pensées modernes. Ça, c'est le premier point. Mais au XIXe siècle, les architectes des monuments historiques ont vu les choses un peu différemment. Et la restitution faite par Ruprecht Robert, l'élève de Viollet-le-Duc, sous le Second Empire, correspond à un moment où la monarchie française est assez admirée par le pouvoir impérial. Vous savez, la passion d'Eugénie pour Marie-Antoinette et la fin du XVIIIe siècle. Et donc, la commande, qui est une commande non pas des monuments historiques, mais de l'armée, qui à l'époque gère le Val-de-Grâce. Le Val-de-Grâce est classé juste à ce moment-là, et c'est le ministre de la Guerre qui va progressivement passer le dossier à son collègue de la maison de l'empereur. Toutes les archives sont conservées à Charenton. On voit qu'il est décidé de rétablir le décor monarchique, pour des raisons en partie idéologiques, et en partie esthétique. Donc tous les endroits qui avaient été grattés, toutes les choses qui évidemment se voyaient à l'œil nu parce qu'il manquait des décors, tout ça a été refait complètement par Ruprecht Robert et ses sculpteurs. Et la dernière campagne qui vient de s'achever a rétabli les dernières fleurs de lys qui manquaient, là non plus idéologiquement, mais uniquement pour des raisons liées à la logique de restauration des monuments historiques français. Donc ça, c'est la situation du Val-de-Grâce. Et aujourd'hui, le Val-de-Grâce se présente comme un édifice où la Révolution française a l'air de ne pas être passée, si vous voulez. Napoléon III ayant fait même rétablir le maître-autel avec un groupe qui n'est pas le groupe original, malheureusement, mais qui est sa copie assez fidèle. Votre seconde question portait sur l'ordre ionique. C'est un sujet sur lequel j'ai pas mal écrit. À la Renaissance, l'ordre ionique était considéré comme un ordre français parce que c'est l'ordre de l'équilibre. Ce n'est pas le sévère dorique et ce n'est pas le fastueux corinthien. C'est un ordre du milieu. Un ordre du milieu comme la France est un pays du milieu, ni totalement un pays du Nord, ni totalement un pays du Sud, ni totalement un pays méditerranéen ou océanique, ni un pays évidemment continental. Un pays où le climat est équilibré. Un climat où la monarchie française est un régime équilibré. Tout ça fait que l'ordre ionique devient pour Philibert Delorme le symbole de la France et il utilise l'ordre ionique pour le tombeau de François Ier à Saint-Denis. C'est aussi un ordre qui, le dit le même Philibert, est aussi un ordre féminin. Alors là, aujourd'hui, grand danger dans ce que je vais dire, mais je vous demande de considérer que je répète les choses de l'ancien temps. C'est un ordre agréable, avec des formes arrondies, donc féminines. Vous voyez, là, on est au bord du procès. Ça reste entre nous, évidemment. C'est pourquoi l'ordre ionique est choisi pour Catherine de Médicis aux Tuileries, par exemple. Ma théorie est un peu différente. C'est un ordre qui a connu un succès assez fort dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, sous la forme que j'ai montrée, qui est celle des façades du Louvre et de l'Institut actuel. Il s'agit d'un ordre qu'on appelle l'ordre scamozien, parce que c'est Scamozzi qui l'a gravé, qui lui a donné un peu ses lettres de noblesse. Et vous avez vu, les volutes sont en fait un tout petit peu tournées vers le spectateur. Elles sont posées un peu en diagonale. Cet ordre, les Anglais l'ont adopté tout de suite avec Inigo Jones et les Palladiens anglais, pas les Français. Les Français ont mis du temps à l'adopter, et c'est Levaux qui joue un rôle dans son adoption, comme par hasard c'est un Palladien, mais il ajoute des guirlandes, des petites guirlandes, des chutes qui pendent à droite et à gauche de l'œil des volutes, et progressivement cet ordre ionique devient particulièrement attaché au bâtiment du roi. Et ça devient l'ordre préféré de Jules Hardouin-Mansart, premier architecte de Louis XIV, et on s'aperçoit que au Grand Trianon, vous le trouvez évidemment par exemple sur les façades, et dans un certain nombre de productions de la monarchie française, ça devient l'ordre systématique. Sur les palais des épiscopaux, des grands princes de l'Église qui sont à la cour de Paris, sur des façades monarchiques, et on peut le suivre. J'ai écrit là-dessus, si ça vous amuse, un petit article justement sur cette espèce de ionique royale. On en trouve la manifestation dans d'autres pays d'Europe à ce moment-là, mais il a en France un caractère qui, comme toujours dans l'architecture française, est très politique, très monarchisé, si vous voulez, par son usage et sa centralisation déjà très forte. Et si vous regardez, il y a une expo Rigaud qui va ouvrir prochainement au château de Versailles, le fameux portrait de Louis XIV, avec ses cuisses de danseur et son visage de vieillard. Il pose en majesté ce fameux tableau de Rigaud du Louvre qui va être prêté à Versailles, qui n'a que des copies. Regardez derrière, on voit une galerie, et cette galerie a l'ordre ionique royal dont je parle.
Ce n'est pas un hasard, à mon avis, et tout ça montre que la monarchie française, c'est, en reprenant la théorie de la Renaissance, a voulu créer cet ordre français royal, qui n'est pas un ordre comme à Versailles où on rajoute des fleurs de lys, mais un ordre qu'on peut identifier à la monarchie par son usage très intensif dans les monuments de la couronne. Dans tout votre exposé, vous n'avez fait aucun lien avec le palais du Luxembourg. Vous m'avez posé une question sur le palais du Luxembourg ? Oui. Oui. Je disais, dans tout votre exposé, vous Oui. ne faites aucun lien avec le palais du Luxembourg. Non, je n'ai pas fait de... Pardon. D'accord. Alors, 2 mots, parce qu'il paraît qu'on va fermer, mais je vous réponds, non, je n'ai pas parlé du Luxembourg, parce qu'il n'y a pas de lien. Le Luxembourg est un palais civil, royal, le seul grand palais royal rive gauche. Il est sur un parti d'architecture qui est lié à la fin du XVIe siècle, avec des accents très italiens dans le traitement des murs. Et c'est un objet architecturalement complètement séparé, donc je n'ai pas voulu l'apparier à ma théorie et à ma démonstration. Voilà. C'est-à-dire que là, si je pars sur le musée du Grand Siècle, on peut dormir là ce soir, si vous voulez, si l'Institut nous héberge. Écoutez, surveillez la presse et rendez-vous en janvier où nous ouvrirons un pavillon de préfiguration au petit château de Sceaux. Vous pourrez venir voir les débuts de l'aventure en 3 dimensions. Voilà. Désolée, hein.